Bienvenue à tous, nous célébrions le 14 novembre dernier la journée internationale du diabète, cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante et qui touche plus de 425 millions de personnes dans le monde, d'après la Fédération internationale du diabète. Le phénomène est qualifié de véritable pandémie. L'OMS prévoit 622 millions de diabétiques d'ici 2040. En Algérie, le diabète touche plus de 14% de la population. Les spécialistes pointent du doigt l'impact délétère de l'environnement. Nous allons de toute évidence en contresens des recommandations en matière d'hygiène de vie. Nous en parlions déjà la semaine dernière dans notre émission sur l'obésité, qui est un facteur de risque majeur dans l'apparition du diabète de type 2. Dans cette émission, on tentera de comprendre qu'est-ce qu'un diabète, comment vivre avec, quelles sont les plus grandes contraintes rencontrées aujourd'hui par un diabétique en Algérie, quels sont les traitements disponibles. Enfin, parvient-on aujourd'hui à éviter voire à retarder les complications chez un diabétique. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir mademoiselle Hind Hawara. Vous êtes notre témoin ce soir. Vous êtes diabétique. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle par ailleurs que vous êtes également créatrice de contenu sur Instagram, dans lequel vous faites de la sensibilisation sur votre maladie. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Faiza Khalfaoui. Vous êtes présidente du comité scientifique de l'association des diabétiques au niveau de la wilaya d'Alger. Bienvenue. Merci bien, je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir professeur Laraba Nazim. Vous êtes spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Bab-el-Oued, ex-Mayo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Laïfa Mohamed. Vous êtes diabétologue. Vous êtes président de la SARM, la Société algérienne de la recherche médicale. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous quatre pour sensibiliser autour de cette maladie qui devient une véritable pandémie, comme je disais à l'instant. Alors Hind, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en interprétariat. Vous avez découvert que vous avez un diabète de type 1 il y a 5 ans. Vous avez décidé, après un déni, on va revenir tout au long de l'émission, vous avez décidé de créer une page sur Instagram dans laquelle vous faites de la sensibilisation sur votre maladie. Pourquoi est-il si important de parler de diabète ? Très bien. Donc, alors, comment j'ai décidé de créer la page sur Instagram? Donc, après le déni qui a duré presque 3 ans, j'ai pu accepter ma maladie et donc j'ai décidé... Et j'étais aussi informée sur la maladie, donc je cherchais, j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'est le diabète, qu'est-ce qu'il peut causer, est-ce que je peux vivre avec cette maladie ou non, est-ce que c'est une maladie chronique ou non. Donc pendant mes hospitalisations, je voyais beaucoup de personnes qui étaient diabétiques, mais qui ne savaient je dirais qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est le diabète exactement. Donc j'ai essayé à travers des réseaux sociaux, donc j'ai essayé de simplifier les choses. Exactement, et de transmettre l'information, transmettre des explications d'une manière très simple où chacun va pouvoir comprendre, il va pouvoir s'adapter à s'identifier aussi, parce que quand on a un message de la part d'un malade, c'est un peu différent que lorsque c'est un professionnel qui nous parle. J'imagine aussi qu'il y a un autre but de cette page qui est aussi de casser les tabous. Exactement. Donc, moi, je dirais que c'était le but principal de cette page. Donc, je ne sais pas pourquoi, ici, dans la société algérienne, le diabétique, il est mal vu. Je dirais toute personne atteinte d'une maladie chronique est mal vue. Donc on pense toujours qu'une personne qui est atteinte d'une maladie chronique ne pourra pas vivre sa vie le plus normalement possible. Donc ne pourra pas étudier, ni travailler, ni réussir sa vie. Donc moi, à travers ma page, donc j'ai essayé de leur montrer que me voilà, donc une jeune adolescente. Donc quand j'ai ouvert la page, j'avais 19 ans. Donc je voulais transmettre et montrer que voilà, un message positif. Exactement. En fait. Donc je suis jeune, je suis diabétique et j'ai deux autres maladies chroniques. Donc je vis ma vie, j'ai fait mes études, je travaille parce que je suis enseignante aussi. Donc rien n'est compliqué et la maladie n'a jamais été un obstacle dans la vie. Le diabète n'est pas un frein en fait. Exactement. Oui, effectivement, à travers le travail que vous faites, vous secouez un peu les consciences collectives.
je suis admirative, hein, je n'ai pas le droit peut-être de parler de moi dans une émission, mais je suis vraiment admirative devant le travail que vous faites, vous, la jeune génération. Il y a quelques années, on avait beaucoup de mal à trouver des témoins dans des émissions comme celle-ci. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à des gens comme vous, on arrive justement à en parler ouvertement, à libérer la parole. Peut-être que les idées reçues justement sont que la femme ne peut pas se marier. Alors les femmes refusent d'en parler parce qu'on pense qu'elles ne peuvent pas se marier. Les hommes ont des troubles d'érection. On ne peut pas faire tous les métiers parce qu'on peut faire des hypoglycémies, on peut avoir des problèmes de santé. Est-ce qu'on est démuni finalement? Est-ce qu'on est réellement réduit quand on est diabétique, docteur Khalfaoui? En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que au départ, le problème principal qu'on retrouve face à cette maladie, déjà, c'est l'incompréhension. Quand on annonce à un malade qu'il présente un diabète, on lui donne l'information d'un seul coup. Donc même lui, il ne sait pas trop c'est quoi être diabétique. On ne prend pas le temps de bien expliquer c'est quoi le diabète, quelles sont les complications et que doit-on faire pour bien gérer son diabète. Il faut savoir que, vous l'avez bien dit, hein, c'est vrai que chez les diabétiques, surtout de type 2, on retrouve des troubles sexuels. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ceci dit, si on a un diabète qui est bien équilibré, que le patient suit les recommandations, s'il est toujours en communication avec son médecin traitant, qu'il lui demande conseil, parce que moi aussi, ce que je demande aussi aux patients, c'est de ne pas rester passif hein, quand on va faire une consultation chez le médecin. C'est pas je donne le bilan et j'attends les instructions du médecin. Maintenant, on est à l'ère de la décision médicale partagée. Donc, on discute avec le médecin, on pose les questions. S'il y a des zones d'ombre, je pose la question à mon médecin. Je ne la pose pas à mon voisin, ni à mon cousin, ni à ma voisine. Et malheureusement, on trouve que... D'ailleurs, je suis vraiment contente qu'il y ait une diabétique qui peut s'exprimer et qui donne une information réelle. En fait, on recherche une information réelle et une information scientifique. Donc, j'ai une information qui est vérifiable. Je pose la question à mon médecin traitant. Dans un premier temps, j'ai une réponse qui est correcte et à ce moment-là, j'essaye de m'habituer, enfin, de vivre le jour au jour avec ces conseils-là. Mais professeur Laraba, les nouvelles thérapeutiques ont révolutionné le monde du diabète et ont changé la vie des diabétiques. Nous ne sommes pas encore là, malheureusement, en Algérie. Mais est-ce qu'on est, au fil des années, depuis le temps qu'on parle des maladies non transmissibles, est-ce qu'on est parvenu finalement à réduire, à lutter contre les complications, à réduire les amputations, par exemple, les comas diabétiques, où en est-on finalement? Malheureusement, en termes de réduction des complications, donc en prévention secondaire, lorsqu'on est face à un diabétique qui a un risque plus élevé qu'un non-diabétique d'avoir un infarctus du myocarde, de faire un AVC, d'avoir une artériopathie oblitère des membres inférieurs, de se retrouver amputé, d'avoir des troubles érectiles comme vous avez dit, ou un diabétique de type 1 qui lui aussi va avoir tendance à avoir de la néphropathie, donc une insuffisance rénale très précoce qui peut l'emmener à la dialyse. C'est vrai que le job du médecin est de parvenir à repousser les complications le plus loin possible. Il est vrai que malgré les innovations, pas toujours disponibles malheureusement dans notre pays, la pompe à insuline chez le diabétique de type 1, on va y revenir. Ou bien les nouvelles insulines. Vous savez, maintenant on va faire des insulines inhalées pour les diabétiques de type 2. Malgré ces avancées, malgré leur absence, il est vrai en tout cas leur avènement tardif dans le système de santé, il est vrai que le plus gros combat, c'est l'acceptation de la maladie. Les complications qu'on voit chez le diabétique sont plus du fait que la personne en face n'accepte pas et ne se traite pas au mieux que du fait des avancées qui ne parviennent pas à l'Algérie. Ici, le vrai combat ne peut pas être mené uniquement par le médecin. D'ailleurs, je vous félicite pour le choix des invités. Il est vrai que ce combat-là, à l'ère des réseaux sociaux, doit se mener au niveau des réseaux sociaux. Ce combat-là doit faire appel à non pas une multidisciplinarité, c'est pas uniquement l'interniste, le diabéto, le pédiatre, le cardio, il faut faire appel à tous les éléments de la société, c'est-à-dire que ça peut être des associations, ça peut être des créatrices de contenu, on n'est jamais trop pour lutter, pour sensibiliser. Oui, docteur Maïfa, sur la même question, pourquoi on ne parvient pas finalement aujourd'hui à bien prendre en charge nos diabétiques? On parle peut-être de la prévention, parce que oui, la prévention c'est la manière de lutter le mieux contre cette maladie, mais en même temps aussi la prise en charge du diabétique reste en deçà de ce qui se doit se faire.
Oui, effectivement, ce que vous dites est dans le cœur du problème de la prise en charge de toutes les maladies en général, maladies chroniques dans notre pays en particulier. Quand on a une maladie chronique, soit on est dans le déni pendant une période et puis on reconnaît la maladie, puis une fois qu'on reconnaît, on va accepter le traitement d'une autre façon en général. Et parfois, on trouve des patients qui gèrent leur thérapeutique à leur manière et voilà, il a un concept et en plus, ce sont des maladies qui sont souvent qui existent dans la famille. Donc, il connaît que son papa était diabétique et voilà qu'est-ce qu'il en a fait, sa tante aussi, son grand frère, et il a un point de vue sur l'évolution du diabète par rapport à un souvenir quelconque qui est dans la famille et tout. Alors, effectivement, par rapport à ceux qui profitent des moyens modernes qui existent, l'amélioration est visiblement nette. Si on va faire des comparaisons. On a eu ces derniers temps, déjà pour le rappeler, beaucoup de problèmes, hein, Madame Dr Alfawi peut en attester, beaucoup de problèmes dans l'accès aux soins, dans l'accès au traitement. Il y a eu une rupture des insulines rapides, par exemple, ce qui est grave quand même. Alors, vous êtes dans le cœur du sujet parce que cette année, l'Organisation mondiale de la santé, le thème de cette année de 14 novembre, c'était l'accès aux soins. Donc, parce que chaque année, l'OMS propose un thème qui va ouvrir, qui va allumer la lumière sur un côté de la prise en charge des diabétiques et l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est quand même un volet qui est très important dans la prise en charge de diabétiques en général. C'est vrai, les moyens thérapeutiques qui existent en Algérie, il ne faut pas dire qu'ils sont les meilleurs, disons qu'ils sont moyens, mais qui peuvent quand même aboutir, parce qu'on a pratiquement, c'est vrai, ces derniers temps, on a eu des problèmes de fourniture de certaines insulines, mais en général, globalement, depuis quand même des décennies, il y avait toujours de l'insuline, et les insulines rapides, les insulines mixtes, les insulines. C'est vrai, il y a d'autres types d'insulines maintenant. On a des insulines basées à 12e génération. On a aussi les analogues de GLP-1 qui sont une forme injectables de médicaments. On a aussi d'autres médicaments, je parle du diabète type 2, qui sont des médicaments décomprimés, qui ont un effet bénéfique extraordinaire, protection cardiovasculaire. Et c'est ça, un diabète, on ne le soigne pas pour son diabète, on le soigne pour les complications qu'il risque de les développer. C'est dans ce sens-là que le paquet doit être mis. On va revenir sur des traitements. Je vais vous proposer de regarder un reportage qui revient notamment sur la prise en charge des diabétiques en temps de Covid. C'est un reportage qui a été réalisé par Yanis Saïd-Qassem. Regardez. La Covid-19 est un facteur aggravant pour les personnes diabétiques, les plus de 70 ans. Le diabète qui, selon les experts, n'augmente pas le risque de contracter la Covid-19, présente des complications sévères. Les plus courantes sont entre autres la pneumonie et la détresse respiratoire aiguë si elle contracte le coronavirus. Le patient diabétique fait partie d'une certaine frange de la société. Les patients malades qui sont exposés aux complications, qui ne sont pas plus exposés au Covid, mais qui sont plus exposés aux complications. Du fait que les patients diabétiques sont ce qu'on appelle des malades aussi vasculaires. Donc le patient diabétique, notamment type 2, c'est un patient qui a des complications vasculaires, donc tout ce qui est athérosclérose, il souffre d'obésité, etc. Donc tout ça, c'est des facteurs concordants qui amènent le patient à des complications plus faciles. Les risques sont-ils les mêmes pour toutes les personnes diabétiques? L'étude Coronado a été réalisée afin d'observer les principales caractéristiques apparaissant chez les patients diabétiques hospitalisés atteints de Covid-19. Le diabétique type 2, il appartient à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, c'est une association d'autres comorbidités, donc l'hypertension artérielle, le surpoids, les dyslipidémies. C'est des patients, on ne peut pas retrouver par exemple un patient diabétique sans qu'il ait d'autres comorbidités. Donc ces patients-là, vu qu'ils ont ces comorbidités-là, ils sont plus amenés à faire les complications. Par rapport au type 1, on sait notamment que le diabète type 2 représente 90% de la population diabétique, donc il est plus fréquent. Donc c'est pour ça aussi, donc vu les statistiques, qu'il y a plus de nombre de patients diabétiques qui font des complications et qui sont de type 2. Contracter la Covid-19 est dangereux chez les diabétiques insulinodépendants. En général, cela se traduit par une hyperglycémie. Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, elles doivent se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes. S'il est déjà
hospitalisé, il y a une équipe médicale qui va le prendre en charge. Mais s'il n'est pas hospitalisé, il doit contacter son médecin traitant. C'est-à-dire si c'est un patient qui est diabétique type 2 sous antidiabétiques oraux, donc des comprimés, il doit voir avec son médecin. Des fois, on est amené à faire une thérapie qui est temporaire. Si le patient est déjà sous insuline, on peut être amené à changer le schéma. Il y va de la responsabilité du médecin. Et la responsabilité du patient, c'est d'informer son médecin traitant pour ajuster justement le traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité lié aux infections de la Covid-19 sont beaucoup plus élevés chez les patients atteints de diabète. La vaccination reste donc le meilleur moyen de se prémunir contre toutes les complications de la Covid. Alors, c'était un reportage de Yamina Saïdji et pas de Saïd Qassem, vous l'auriez remarqué. Alors, on va revenir peut-être à ce point justement. J'aimerais on a découvert diabétique, ça arrive il y a 5 ans, vous aviez à peine 17 ans. Comment ça s'est passé? Alors, vous m'avez dit que c'était un choc, ça s'est passé comment? Donc, c'était un choc, oui. Personne ne s'attendait à la nouvelle, ni moi, ni mon père, ni ma mère. Donc, votre papa est diabétique de type 2? Oui, de type 2. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que j'avais 17 ans, mais je savais que ça existe une maladie du diabète, mais je savais pas que ça pouvait toucher les jeunes, surtout les hein? Oui. Les compositions, donc c'était le début des vacances d'été. Oui. Et moi, je pensais que c'était juste... Donc, je ressentais beaucoup de symptômes du diabète, mais je ne savais pas que c'était les symptômes du diabète. Donc, moi, je pensais que c'était juste dû à la fatigue, parce que je passais mes compositions, donc je révisais, je ne dormais pas la nuit et tout. Donc, je pensais que c'était ça. C'était un cumul. Je rappelle que vous êtes une personne très excellente à l'école, quelqu'un diabétique aussi travaille bien à l'école. Exactement, oui. Donc, et puis, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup d'eau. Et je rentrais très souvent au sanitaire. Et je savais qu'un diabétique, l'un des symptômes du diabète, c'est de prendre beaucoup d'eau. Mon père, je lui ai dit, mon papa, est-ce que tu trouves que c'est normal? Voilà, je prends beaucoup d'eau. Il m'avait dit, d'accord, je vais prendre ta glycémie. Donc, je me souviens très bien, on était en mois de Ramadan. Le lendemain, il avait pris ma glycémie à jeun et j'étais à 2,80 g. Oui. Il me regarde et me dit, non, je pense que le glucomètre, il fonctionne pas bien. Je vais refaire. Donc, je refais, j'ai 2,90 g, je pense, ou 3 grammes. D'accord. Donc, on ne s'attendait pas. On se regardait. Donc, moi, je voyais que de la peur. Et mes parents, ils avaient peur. Ils étaient... je sentais de... Alors vous étiez démunis pendant plusieurs années, enfin 3 ans. Vos parents aussi? Oui. D'accord. Donc, mes parents, ils ont commencé à accepter la maladie quand moi, je l'ai acceptée. Oui. Docteur Rifaoui, alors l'acceptation peut-être de la maladie, vous en parliez tout à l'heure, hein, docteur Laraba, l'acceptation de la maladie est une question de psychisme. Est-ce qu'on doit croire finalement que la maladie est grave? Pourquoi cette situation de déni, j'ai envie de dire? Oui, cette situation de déni, elle est due à, comme Dr Laifa l'a expliqué tout à l'heure, aux expériences qu'on a déjà vécues. On a tous un membre de notre famille qui a fait un diabète, peut-être a été découvert à un stade de complication justement. Donc l'idée de dire je suis diabétique, donc je vais avoir une amputation, je vais avoir une insuffisance rénale, peut-être que je vais avoir une cécité. Donc c'est très péjoratif. Ce qu'on doit expliquer, c'est que maintenant... Mais en réalité, est-ce qu'on doit avoir peur ou pas, finalement, d'un diabète? Parce que oui... On doit expliquer. Tout ça... Au fait, moi, je pense que on est tous exposés. On a tous de la génétique déjà de diabète. Si on prend toutes les familles algériennes, on va trouver que toutes les familles ont au moins un membre qui présente du diabète ou bien une hypertension artérielle. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà un facteur génétique qui est déjà là, prédisposant. On a aussi un mode de vie qui est stressant, il faut le dire. Maintenant, on ne veut plus... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on doit avoir peur quand une personne, on lui annonce... On a peur de l'inconnu. Non, c'est normal qu'on ait peur. En fait, non, je veux dire à une personne qui est diabétique. C'est-à-dire quand on dit à une personne qu'elle a un diabète, est-ce qu'elle doit avoir peur? Parce que finalement, peut-être que la peur n'est pas forcément une mauvaise chose.
Si on sait, enfin, si on a un moyen de communiquer avec le patient et qu'on lui explique, enfin, on va essayer de détourner cette peur pour l'utiliser comme un levier. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais dans un premier temps, mettez-vous à la place d'un malade et dites-lui, moi personnellement, j'ai essayé de me l'imaginer, de dire à quelqu'un, voilà, bonjour, alors vous montrez le bilan, ah, vous avez des symptômes de diabète, d'accord, vous êtes diabétique. À partir d'aujourd'hui, vous devez manger ça, vous devez prendre tel médicament, c'est quand même agressif. Le dire, il faut se l'avouer quand même. Donc, quand j'ai des expériences avec des patients moi-même en consultation ou bien au cours des journées de sensibilisation qui vous racontent, j'ai une diabétique de type 1 qui a découvert qu'elle était diabétique parce qu'elle a entendu dans le couloir dire « Ah voilà, il faut prendre la glycémie de la diabétique », pour vous dire. C'était un choc pour elle. En fait, on ne lui a même pas annoncé qu'elle était diabétique. Elle l'a su par le biais de l'infirmière. C'est vous dire quand même aussi, il y a une façon aussi d'annoncer la maladie. Outre-mer, on donne une consultation annonce maladie. Lors de la consultation, il y a un psychologue qui est là. Parce qu'il faut dire, il y a un moment de non-acceptation. Non, c'est une erreur. Non, docteur, c'est juste, j'ai pris un peu trop de sucreries ces derniers temps. Je vais refaire un régime. Vous allez voir, je vais avoir un chiffre. C'est tout à fait normal qu'on soit dans le déni dans un premier temps. C'est les phases du deuil. Je vais vous dire, psychologiquement, c'est tout à fait normal. Ceci dit, il faut qu'on passe de cette phase de déni rapidement. Et comment on fait? Ça passe par la communication. En fait, le problème, c'est là, c'est qu'il n'y a pas de communication. Le malade ne pose pas la question au médecin. Le médecin, il explique comme il peut aux malades et il y a des ondes d'ombre. Alors les ondes d'ombre, il les calque. Je vous donne par exemple, aller acheter des plantes chez l'herboriste ou prendre des pilules parce que selon l'étiquette, c'est dit, ça traite le diabète. Faire ce qu'il ne faut pas faire en réalité. Exactement. Alors, professeur Laraba, je vais vous poser une question un peu plus pédagogique. Peut-être parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire diabète de type 1, diabète de type 2. Quelle est la différence déjà? Pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent. Alors, le diabète de type 1 est un diabète particulier. Il y a une destruction des cellules qui fabriquent de l'insuline au niveau pancréatique par un phénomène auto-humain et le plus souvent, ce qu'on nous apprenait nous avant quand on était étudiant, c'est le diabète du jeune. Mais de plus en plus malheureusement, on voit que le type 2 atteint de personnes de plus en plus jeunes. Pourquoi? Le type 2, contrairement au type 1, il ne s'agit pas d'un défaut de production d'insuline au départ, mais surtout d'un défaut d'utilisation. Il y a un état d'insulinorésistance où vous avez, parce que l'insuline, je vous rappelle, est une hormone qui est indispensable à la vie, c'est ce qui fait que le glucose va rentrer dans la cellule et permettre à la cellule d'être utile et de fabriquer ou de se mouvoir ou en tout cas de fonctionner. Et donc ce défaut de captation d'insuline va faire que le pancréas va produire de plus en plus d'insuline pour contenter les besoins de l'organisme et petit à petit voir sa production s'effondrer par rapport aux besoins. Donc le type 2, c'est plus l'utilisation qui a défaut et le type 1, c'est un défaut de production au départ, donc une destruction. Mais c'est vrai que ce qui mène à l'insulinorésistance, c'est l'obésité. Donc c'est votre émission de la semaine dernière, vous avez parlé de la prévention, le lien entre obésité et diabète. Donc entre les deux, on peut avoir des adolescents de 20 à 30 ans souffrant d'obésité et ayant un diabète de type 2. Comme on peut avoir des diabètes de type 1 de plus en plus, d'ailleurs, qui surviennent à un âge avancé. Et c'est là où, pour rebondir sur le reportage qu'on a vu sur le coronavirus, il peut être induit par des virus, le diabète de type 1. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que le coronavirus induit un diabète de type 1. On sait que le coronavirus, il y a des facteurs de gravité qui font que le diabétique va plutôt avoir plus de risques de faire un Covid grave, compliqué, réanimatoire. Mais on sait aussi que le prédiabétique va, lui, s'il a l'affection par coronavirus, plus de risques de basculer dans le diabète. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous permettez, j'aimerais revenir à ma première question, est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de flou quand même entre les deux diabètes parfois, il y a des personnes à qui on dit qu'ils ont des diabètes de type 1 et au fil du temps, ou alors l'inverse, au fil du temps, ils découvrent que finalement ce n'est pas un diabète de type 2, c'est plutôt un diabète de type 1. Ce flou, il faut vous dire une chose, le flou peut être partagé par les médecins pour certains cas. Hein. C'est-à-dire qu'on des fois, rarement, heureusement, on n'est pas catégorique. En face du patient, on se retrouve face à un patient où on dit je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est un diabète de type 1 ou c'est un diabète de type 2. Il y a des examens qu'on peut faire pour... oui, on peut le faire. Mais j'allais dire, les répercussions thérapeutiques ou
la vie du patient, les répercussions de savoir si c'est typé 1 ou 2, si c'est dans le tiroir numéro 1 ou tiroir numéro 2, pour lui, j'allais dire, Ça change pas forcément. Ça ne change pas forcément des choses. Pourquoi? Parce que si on en arrive à se poser la question, c'est qu'on est face à un diabète de type 2 où les besoins en insuline ne sont pas remplis, ne sont pas... Et donc on est déjà à l'injectable. On est déjà au stade de mettre de l'insuline. Il s'agit ici de ne... C'est-à-dire faire la différence entre les deux. C'est plus une question que le médecin se pose, plus que le thérapeute. D'accord. Voilà. Ça ne change pas grand-chose finalement. À quel moment on est diabétique, professeur Laifa, en termes de valeur déjà alors le diabète, comme l'a expliqué un professeur Laraba, c'est l'excès de sucre dans le sang, plus beaucoup de glycémie dans le sang. Pour l'expliquer simplement, pour les valeurs, pour revenir un peu pour les gens qui nous regardent, à quel moment on est diabétique? Alors, pour le moment, la définition internationale retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 à 2 reprises. Et dans le cas où il y a un doute, c'est-à-dire que ce chiffre n'est pas atteint mais il est très proche, on pratique ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. On donne une quantité de glucose qui est de l'ordre de 75 grammes et puis on va prendre la glycémie 1 heure et 2 heures après et on a des normes. Si on les dépasse, on peut vous déclarer comme diabétique même si votre glycémie à jeun est normale. Donc ça c'est le classique. Mais effectivement, pour rebondir sur un point que vous avez cité à l'instant avec professeur Laraba, c'est par rapport à ces situations-là où il y a un flou. N'oubliez pas qu'il existe aussi d'autres types de diabète. Oui. Il n'y a pas que le diabète type 1 et type 2. Il y a des diabètes qui posent un problème par rapport à la prise en charge. C'est vrai qu'une fois un diabète type 2 découvert, il nécessite d'emblée une insulothérapie et qui ne peuvent céder tout de suite et l'équilibre ne vient pas. Et à un moment donné, il commence le patient à faire des hypoglycémies, puis on va arrêter l'insuline, on va le remettre sous ADO et puis il y a toujours ce qu'on appelle une insulinorécurrence. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, comme si le pancréas, il travaille, puis il s'arrête, puis il revient. Là, il y a des types de diabète qui existent, qui ont quand même, ces derniers temps, on les remarque, sont des diabètes, ce qu'on appelle maudits. Maudits, ODY, donc, et puis les diabètes LADA, les diabètes mitochondriales, les diabètes... Il y a beaucoup d'autres diabètes qui existent et puis ça touche pratiquement toutes les catégories, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les plus ou moins âgés. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut déclarer le type. C'est vrai, il y a des examens qui sont assez poussés qu'on demande, mais parfois il y a des lectures qui sont qui pose effectivement, comme il l'a dit, c'est-à-dire il pose un problème pour celui qui pose le diagnostic parce qu'il n'arrive pas à se... Mais la prise en charge globale, nous, on ne soigne le diabète que par rapport aux complications qu'il engendre. Nous, on est censé, si on est diabétique et on a des glycémies à jeun qui ressemblent aux non-diabétiques, on est équilibré. D'ailleurs, on ne parle pas... Quand on parle de diabétique, on parle des diabétiques équilibrés, c'est-à-dire qui ressemblent aux autres, qui ressemblent aux autres 2 heures après le repas, qui ressemblent aux autres les glycémies à jeun, et qui est, même en matière de régime, un diabétique n'est pas censé faire un régime. Ça n'existe pas un régime diabétique. On va y revenir, voilà. Docteur Donc, entre autres, oui. Docteur Khalfaoui, alors Hind disait tout à l'heure, pour le diabète de type 1, généralement c'est un diabète bruyant qui arrive avec des symptômes. Pour le diabète de type 2, c'est différent. C'est plus une maladie qui va s'étaler sur des années. Est-ce qu'il y a des symptômes aussi qu'on pourrait rappeler également pour mettre la puce à l'oreille aux gens qui nous regardent ou lorsqu'il y a des symptômes, c'est déjà trop tard? Non, c'est vrai ce que vous dites là, c'est une maladie silencieuse. C'est ce qui fait un peu qu'elle est un peu sournoise, on va dire. Donc il y a des gens chez qui on découvre le diabète au cours d'une infection ou des cours, comme Hind l'a bien dit, on prend beaucoup d'eau, on urine beaucoup, on perd du poids, on a une fatigabilité qui est chronique, qui ne passe pas avec les jours. On se dit oui, c'est une journée, 2 journées, après on se retrouve avec une fatigabilité qui s'étale. Et puis on a des gens soit qui prennent du poids ou qui perdent du poids. Donc tous ces symptômes-là peuvent être retrouvés. Mais d'où l'intérêt de faire le dépistage à grande échelle au niveau de la population générale. Comme le professeur Laraba l'a bien dit, la progression du diabète, elle a vraiment pris des dimensions vraiment très très grandes. Et puis d'un
d'un côté, et d'un autre côté, on a aussi la baisse de l'âge des diabétiques de type 2. Oui. On est à une moyenne d'âge de 35 ans actuellement. Hein. Et ça, c'est dû En tout cas, les spécialistes parlent aujourd'hui de l'explosion du diabète de l'enfant d'une manière générale, hein, que ce soit un diabète de type 2 ou un diabète de type 1. Il y a une situation qui fait peur. En fait, c'est dû surtout. Alors, il y a un premier point déjà, c'est le changement des habitudes alimentaires. Il faut dire que l'Algérie s'est modernisée, donc on a pris tout ce qui vient avec la modernité, y compris la junk food, y compris les repas qui ne sont pas sains. Oui. Et puis, associé à ça, on a eu aussi, par exemple, l'accès des enfants aux tablettes, l'accès des enfants aux multimédia. Voilà. Donc, les enfants maintenant, rarement je trouve des enfants jouer au vélo ou jouer à la corde comme à mon enfance. Je vous donne un exemple. Hein. C'est pour ça que vous allez trouver des enfants qui courent, par exemple. Vous allez trouver obèses qui n'arrivent même plus à prendre leur cartable. C'est le papa ou la maman qui prend le cartable. Et cette vision-là, ça me scotche chaque jour. Le matin, je regarde ça et je suis étonnée. Un enfant de 7-8 ans, normalement, il est capable de courir, il est capable de monter les marches sans problème. Voilà. Le parent que je suis vous dira que les cartables sont de plus en plus lourds. C'est pour ça que les parents portent les cartables. Oui. Mais il est vrai, pour rebondir, il est vrai que les diabétiques sont de plus en plus jeunes parce que sédentarité, parce que même moi je suis contre, par exemple, de l'école, les parents qui donnent des goûters aux enfants. Quand il y a une cantine à l'école ou bien lorsqu'il revient à la maison pour manger, il ne sert à rien de donner des sucreries aux enfants. Les enfants ont ce qu'il faut, je parle de génétiquement et même métaboliquement parlant, ont ce qu'il faut pour tenir de 8h à midi et de 14h à 16h. Oui. Alors, Dr Alfaoui a parlé un peu des facteurs de risque globalement. Hein. Vous avez parlé surtout de la junk food, de la sédentarité. On a vu tout à l'heure dans le reportage justement la Covid. Est-ce que la Covid est aujourd'hui diabétogène ? Oui, elle l'est. Est-ce que c'est avéré ? Elle l'est. Sur les sujets sains ou les sujets déjà prédisposés ? Voilà. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'elle est diabétogène dans le sens où on l'entend est-ce qu'un prédiabète va basculer s'il fait une infection Covid au diabète ? Je vous dis oui. Il y a des études, il y a des preuves qui font qu'un malade qui était connu comme n'atteignant pas le cut-off qu'a cité Dr Laifa, qu'a cité Dr Laifa de 1,26, il était en dessous, il n'avait pas des glycémies normales, mais il était en prédiabète. Dr Laifa a bien expliqué que ici à 1,26, on dit là c'est diabète. Ce palier, le Covid malheureusement fait passer ce palier plus vite que normalement attendu. Mais en termes de pancréatite, de pancréatopathie, de Covid, infection Covid, si en elle-même, elle va causer le diabète, au jour d'aujourd'hui, j'en parlais avec Dr Laifa juste avant l'émission, et on a des données parcellaires, on a des cas rapportés, mais ce n'est pas la majorité. La majorité de ce que nous avons observé, nous, dans nos unités Covid en Algérie, à Alger, pour ne citer qu'elle, c'est des prédiabétiques qui basculent. Ce qui est certain aussi, c'est que le diabétique qui est diabétique avant le Covid est plus à risque de faire une forme grave. Et celui qui devient diabétique au moment du Covid est à risque et beaucoup plus à risque de faire une forme grave et réanimatoire. On sait que le fait de basculer est beaucoup plus risqué que d'être diabétique avant. Oui. Est-ce que l'infection aussi au SRAS-CoV-2 ou à la Covid-19 serait prédisposante à faire des maladies auto-immunes ? Parce qu'il y a eu une publication aux alentours de septembre 2020 sur la revue Nature qui parlait justement d'un cas, précisément d'un Britannique qui a développé un diabète de type 1 après, alors que c'était un sujet sain qui avait 18 ans, après une infection à la Covid. Effectivement, c'est une observation. Donc ça fait partie des études observationnelles qui sont nombreuses dans cette période de Covid et où les maladies auto-immunes avec des prévalences assez élevées de plusieurs types de maladies auto-immunes qui sont connues, mais maintenant, vous savez, quand on a parlé juste avant l'émission, cette Covid ou ce Covid, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais de toutes les façons, il n'a pas révélé. Les deux sont justes, voilà. On me dit dans l'oreillette. Voilà. Donc, finalement, il n'a pas dit tous ses secrets. Probablement, on aura beaucoup d'informations avec le temps. Nous, on doit gérer, mais dans tout ce qui est maintenant à peu près sûr, c'est que attraper le Covid, c'est accélérer le processus de progression d'un diabète, peu importe là où vous êtes.
C'est comme s'il va prendre d'une gare à une autre. Vous n'étiez pas diabétique, vous allez devenir prédiabétique si vous êtes prédisposé au moins. Vous étiez prédiabétique, il y a un risque de devenir plus vite diabétique. Vous êtes diabétique sous ADO, il y a un risque de passer à l'insuline. Vous êtes sous insuline, vous risquez Il y a un d'avoir... facteur aggravant à chaque fois. En quelque sorte, il est accélérateur, bien sûr, pas chez tout le monde, afin de ne pas quand même généraliser. On a eu des patients diabétiques très bien équilibrés qui ont eu le Covid et qui sont ressortis sans aucun problème. Même le traitement, peut-être pendant la période Covid où on était obligé d'ajouter des médicaments hyperglycémiants et qui vont déséquilibrer leur diabète. Et là, on peut les mettre par exemple sous insuline pendant cette période-là. Une fois c'est terminé, il revient aux normes. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même une explosion de nombre de diabétiques type 2 ces derniers temps et ça ne peut pas être un effet de hasard. Et probablement, cette dimension, cette infection de Covid est pour quelque chose. Oui. Alors, il faudrait peut-être juste ouvrir une parenthèse pour dire quand même que les formes graves ont été observées chez les personnes qui n'ont pas un diabète équilibré. Ça, c'est très important à le rappeler. Pas toujours. Malheureusement, pas toujours. Le diabète, dans la plupart des cas, en tout cas. Non, pas toujours. En tout cas, nous, ce que nous avons observé dans nos unités et chez nos malades, c'est pas toujours le cas. Je parle du Covid, Oui. la gravité du Covid. Autant je suis catégorique pour les complications. Je sais que le diabétique qui ne s'occupe pas de lui-même ou de son diabète va avancer l'âge de son infarctus ou bien va provoquer son infarctus du myocarde. Le diabétique qui ne s'occupe pas de son diabète va se retrouver plus à risque d'être amputé. Mais pour le ou la Covid, on ne sait pas. On sait que le diabète, Il y a eu, en même s'il 2020, est il y a bien eu des études. Il y a eu des études. Au fil du temps, peut-être que ça a changé. Alors attendez, si vous confondez, c'est-à-dire que moi je pense que vous confondez entre le déséquilibre per-Covid, pendant le Covid, et le déséquilibre en antécédent du Covid. Le diabète qui ne répond pas, comme avant, aux insulines, en tout cas aux doses que d'habitude prenait le malade. Type 2. Hein. Oui, type 2 ou type 1. Tout diabète, toute hyperglycémie pendant le Covid est un facteur de gravité. Et comme je vous disais, le fait de se retrouver face à une personne chez qui on ne peut pas équilibrer avec une infection Covid est un facteur beaucoup plus aggravant qu'un diabétique qui est équilibré, mais en per-Covid, mais pas avant. D'accord. C'est-à-dire une personne, même si elle a un diabète équilibré, elle peut faire une forme grave du Covid. Elle peut faire une forme grave de Covid. D'accord. elle est exposée au même risque que toute personne qui n'a pas de maladie du tout. Hein. N'oubliez pas que même les personnes qui n'avaient pas de maladie du tout peuvent développer une forme grave, voire même mortelle, alors qu'elle n'était pas. Mais évidemment, un diabétique, il est sous un traitement arsenal thérapeutique important. Probablement, c'est un risque supplémentaire de développer, de perdurer une maladie. Donc, c'est une maladie qui prend beaucoup plus de temps, une dépendance par rapport à cette médication qui est plus longue. Vous imaginez, vous savez très bien qu'un diabétique peut être déséquilibré à l'occasion d'une infection urinaire, d'une infection ORL. Donc, toute infection affaiblit un petit peu ses moyens de défense et l'expose bien sûr à la gravité, donc d'une façon indirecte, mais pas forcément directement. Hind, comment vous avez vécu justement cette période de Covid? Très bien. Donc moi, j'ai chopé le virus en 2 fois. Donc la première fois, c'était un peu difficile. Mais la deuxième, c'était très léger. Donc, la première vague, pendant la première vague, je ne suis pas... Je rappelle que vous êtes une malade très disciplinée, qui a un diabète en état justement de stabilité. Oui. Donc, durant la première vague, je ne suis pas sortie de la maison pendant 2 mois. Donc, je suis restée confinée. J'ai évité tout type de contact. Et dès que j'ai repris les études, etc., je prenais mes précautions. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes précautions. Donc, vous êtes vaccinée? Oui, je suis vaccinée. Il y a la bavette dans la poche. Bien sûr, voilà. Le gel hydroalcoolique et j'évite bien sûr les regroupements. Voilà. Oui. Comment ça s'est passé, votre Covid, justement? Ça nous intéresse. Donc, alors, je disais, la première fois, c'était très difficile. Donc, c'était des hyperglycémies, cétose, fatigue, etc., fièvre. Mais la deuxième, j'avais juste perdu le goût et l'odorat. Donc, c'était une forme un peu légère par rapport à la première. Oui, d'accord. Alors, est-ce que je peux lancer un appel? Oui, allez-y. Même si par rapport à la vaccination? Par rapport à la vaccination. Oui, allez-y. J'invite nos concitoyens, s'ils m'entendent, de se faire vacciner. A fortiori qu'il y a même si j'aime pas ce terme, une comorbidité. Les diabétiques, quel que soit leur âge, doivent se faire vacciner plus que les non-diabétiques. Mais même les non-diabétiques, je les invite à se faire vacciner. C'est la seule porte de sortie pour l'épidémie.
Voilà. Oui, on en a touché un mot tout à l'heure, justement, cette phase de prédiabète qui est très importante. J'aimerais revenir là-dessus. Alors, le ministre de la Santé a annoncé récemment l'acquisition prochaine de 3 cliniques mobiles pour le dépistage de plusieurs maladies, dont le diabète. Il existe déjà 2 cliniques, vous allez me dire que c'est très insuffisant. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose comme 30% de la population qui serait diabétique sans le savoir. Alors, comment on fait aujourd'hui, comment doit-on faire pour pouvoir dépister ces gens-là qui sont justement en prédiabète, parce que c'est eux un peu qui vont alimenter le chiffre des 5 millions de diabétiques. Oui. Au fait, ce qu'on peut faire, c'est déjà avoir des bilans périodiques. On va dire chaque année, même si on n'est pas malade, on se présente chez le médecin et on fait un bilan périodique. Quand on va faire le bilan périodique, on va trouver qu'il y a par exemple une hyperglycémie. Peut-être qu'on n'arrive pas au chiffre de 1,26, mais on est au-delà des chiffres normaux, de la valeur normale de la glycémie. Et à ce moment-là, le médecin va recontrôler et va donner des recommandations aux malades. Donc par exemple, il va faire une enquête alimentaire pour poser la question: qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez trop gras? Est-ce que vous mangez trop salé? Quels sont vos antécédents? Donc à travers cette enquête, à travers cet interrogatoire, on peut aboutir à une conclusion. Monsieur ou madame, vous êtes actuellement dans un état de prédiabète. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce qui doit être fait, pardon. Et puis, par la suite, faire des contrôles périodiques. Et moi, je travaillais dans une maison diabétique auparavant, et même maintenant, je reçois des malades qui sont en état de prédiabète, je fais l'interrogatoire en question, je donne les recommandations et je recontrôle les malades. J'ai des malades, ça fait 6 ans, qui sont en état de prédiabète, mais qui sont très bien équilibrés. Au fait, c'était un peu un mode de vie. Ils mangeaient du fast-food, ils prenaient pas trop attention, ils faisaient pas trop attention à leur poids, ils mangeaient un peu trop gras. Donc maintenant, ils sont un peu plus. Et puis, ils ont adapté. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont adapté ce mode de vie sain au sein de leur famille. Donc, il faut le dire parce que ça, c'est très important. C'est un pilier. Au fait, on ne stigmatise pas le diabétique. Vous êtes diabétique, vous ne mangez pas, vous ne prenez pas de limonade. Moi, je ne suis pas diabétique. Donc, moi, je peux prendre la limonade. Non. Quand on prend un mode de vie sain, il faut que ça soit familial. Il faut un accompagnement. Exactement. Parce que le soutien familial, le côté psychologique, il est très important. Il ne faut pas mettre le diabétique dans son petit coin. Il faut essayer d'adhérer à une thérapie, on va dire, collective. Parce qu'il faut dire, même si mon frère est diabétique, moi je ne suis pas diabétique, je partage le même patrimoine génétique avec lui, donc automatiquement je vais... un sujet à risque. Exactement. Absolument. Voilà. Professeur Laraba, justement, alors les pré-diabétiques ne sont pas forcément les diabétiques de demain, s'ils font attention, c'est ce que disait à l'instant docteur Khelfaoui. Cela, c'est-à-dire les valeurs, pour revenir encore une fois, pour dire aux gens qui nous regardent, les valeurs, par exemple, de la glycémie, tournent autour de combien pour qu'ils se reconnaissent? On parle de glycémie veineuse et non pas capillaire, donc pas comme c'est pas la glycémie qui est faite par le dextro, plutôt la glycémie veineuse, c'est entre 1,10 et 1,26. Lorsque vous êtes situé donc avant le 1,26 qui définit le diabète, entre 1,10 et 1,26, ce n'est pas normal. C'est un état d'hyperglycémie. On parlait avant d'intolérance au glucose, même maintenant on peut le dire. Ça veut dire que c'est un état où la personne qui a ces glycémies-là se retrouve à ne pas savoir gérer les quantités de sucre ingérées. Je lui donne du sucre, quand on est normal, on doit pouvoir, digérer, absorber, et puis tout le sucre qui est dans le sang doit être stocké soit dans la cellule pour qu'il soit très vite utilisé, ou stocké dans le foie ou ailleurs. Et ce qui fait ce stockage, c'est l'insuline. Lorsqu'elle est défaillante, il va se retrouver nulle part, toujours dans la veine et dans l'artère. Ici, ce n'est pas un 26, mais il y a des difficultés à stocker l'insuline. Il y a des difficultés. L'insuline trouve du mal à faire stocker ce sucre. Et donc ici, cet état d'insulinorésistance, qui est favorisé par l'obésité, qui est favorisé par la junk food, par le fait de prendre du sucre rapide alors qu'on est à jeun, cette façon de faire fait qu'on va petit à petit arriver à dépasser le cut-off, le seuil de 1,26. Pour repousser le moment de passage, parce que normalement ce passage se fera, pour le repousser, il faut revoir tout ce qui a mené... Il n'y a pas une notion de réversibilité dans l'histoire, dans le prédiabète? Alors c'est un continuum. Donc il y a un plateau qu'on peut allonger,
mais pas à l'infini. C'est-à-dire que ça va aller. Ça arrivera. Ça arrivera. On Mais retarde il faut l'apparition du retarder. diabète. Dans C'est le un peu sens comme où- l'histoire des complications. Dans le sens On où les retarde, on mais... peut avoir un diabète à 30 ans, comme on peut l'avoir à 80 ans. Oui. Voilà. Oui, même Pour de schématiser, 80 même si ans, c'est oui, 50 ans, mais je vous dis, ça veut dire Oui. que si quelqu'un se retrouve junk food à 20, entre 20 et 30, et il se retrouve à 11 à 30 ans, il faut qu'il repousse au maximum. Oui. Hind, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes diabétique? Très bien. Donc, je fais très attention à mon hygiène de vie, tout ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, je pratique du sport, chose que je ne faisais pas avant. Oui. Oui. Donc, Ça vous a aidé à réduire, par exemple, les prises médicamenteuses? oui, à réduire mes doses d'insuline. Donc, quand je fais très attention à Vous mon prenez combien de fois l'insuline par jour? 5 fois par jour. Voilà, donc 4 fois de rapide et 1 fois de lente. Donc ça m'a aidé à être mieux équilibrée, à être bien disciplinée. Donc le diabète, on peut dire que le diabète a son côté positif. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui doit changer finalement, docteur Laifa, quand on apprend qu'on est diabétique? Qu'est-ce qui doit changer sur le plan diététique, sur le plan aussi hygiène de vie d'une manière générale? Donc, ce qui doit changer, c'est qu'on doit redevenir une personne qui vit avec Sainement. une hygiène de vie correcte. J'ai toujours pensé qu'un diabétique est un modèle à suivre, finalement. Ce n'est pas les autres qu'on doit... Je ne fais pas... Moi, il m'est interdit de consommer tel ou tel parce que je suis diabétique, j'aimerais bien être de l'autre côté. Finalement, de l'autre côté, ils sont à tort. Hein. Ils ne sont pas un exemple. Ceux qui consomment beaucoup de sucre et beaucoup de gras ne sont pas un exemple parce qu'ils restent toujours en bonne santé. D'abord, ils sont en bonne santé pendant une période. Tout va venir avec le temps. Donc, il est mieux. C'est comme quelqu'un qui est censé respecter un code de la route. Il doit rouler à 80 quand c'est 80 et à 100 c'est 100. Bon, il peut me dire, bon, il y a l'autre qui roule à 150, il ne fait pas d'accident. Mais ce n'est pas votre affaire. Il va le faire un jour, l'accident. Mais vous êtes censé... Et vous pouvez avoir quelques petits problèmes, même à 80, mais ce n'est pas une règle. Mais en tout, c'est gagner une hygiène de vie correcte. Concrètement, Oui, docteur Laifa, concrètement. qu'est-ce qu'on doit manger, par exemple, et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne doit pas manger? Alors d'abord, le petit déjeuner. Le petit déjeuner est capital pour toute personne, surtout dans la phase dont vous avez insisté tout à l'heure, le prédiabète. La majorité des prédiabétiques ne prennent pas de petit déjeuner, croyant bien faire parce que ça fait baisser la glycémie. Alors que c'est l'inverse qui va se produire parce que le foie va donner beaucoup plus de sucre, parce qu'il y a toujours un manque. Et le petit déjeuner, quand il est équilibré, sans sucre surtout, on peut prendre un œuf dur le matin avec un peu d'huile d'olive, quelques amandes, du pain complet, un bol de lait. Tout ce que j'ai cité, il n'y a pas de sucre. Là. Donc c'est déjà un repas presque complet, même un petit fruit, une portion de fruits. Mais pas des gâteaux, des croissants, des jus, c'est ça les consommations. Donc d'abord un petit déjeuner qui est bien équilibré et nécessaire pour tout le monde, encore plus pour le prédiabétique et pour le diabétique dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Par rapport aux repas principaux, c'est d'abord un repas qui est dans les facteurs que vous avez cités la semaine passée, je pense. J'ai vu une partie où on parle des écarts par rapport à la moitié de légumes et l'autre. C'est par rapport au... N'oubliez pas qu'on soit diabétique ou non diabétique, les apports en carbohydrates, en sucre sont capitales. Et elles doivent représenter presque jusqu'à 50% des besoins. Mais pas en sucre rapide, parce que le sucre, il est partout, justement. On peut le retrouver, là, on ne le sentait pas. Mais le corps bénéficie de cet apport. Il est intelligent pour utiliser ce sucre-là. N'oubliez pas qu'un diabétique n'est pas aussi plus sucré que nous. Hein. Nous sommes beaucoup plus sucrés qu'un diabétique. Hein, parce que le diabétique, il a du sucre dans le sang, mais il n'a pas dans les tissus. Donc, c'est dans ces conditions qu'une cétose peut se déclencher parce que les cellules ne trouvent pas de sucre. Ils sont obligés de dégrader d'autres éléments pour l'utiliser comme un carburant de rechange. Et c'est dans ce cadre-là que le diabétique, comme il a dit professeur Laraba, c'est par rapport à ce sucre qui n'est pas à sa place, qui doit être dans les tissus et pas dans le sang. Chaque fois qu'on prend la glycémie, on trouve des glycémies qui sont élevées. Donc l'utilisation de ces sucres, parce qu'on résiste à ce sucre, il n'y a pas assez d'insuline dans le cas de diabète type 2, donc elle doit être gérée uniquement en fonction des besoins. Donc,
Alors, par rapport aux apports sucrés purs, ce n'est pas strictement interdit quand même, mais il faut qu'elles soient rationnelles et comptabilisées. Les comptes, si vous avez des repas à 1000 à 1500 calories, vous pouvez faire, d'ailleurs dans le programme de l'insulinothérapie fonctionnelle, les diabètes type 1 peut manger n'importe quoi, mais de façon calculée, avec des apports glucidiques. Tout est comptabilisé et à ce moment-là, il peut vivre strictement et surtout sainement comme tout le monde, sans être considéré comme un handicapé ou autre. Alors, l'alimentation et l'activité physique, on en parle beaucoup. Il y a aussi les émotions fortes qui seraient peut-être à éviter. Aujourd'hui, il est prouvé que lorsqu'on subit une émotion très forte... Les hormones de stress sont hyperglycémiantes. Les hormones de stress sont beaucoup de gens qui vous disent, moi, l'alimentation n'augmente pas forcément ma glycémie, mais quand je m'énerve, voilà. D'ailleurs, c'est mon quand cas. j'ai des examens, voilà. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert D'ailleurs, son hyperglycémie. Je m'excuse, d'ailleurs, j'ai été pendant ma deuxième année à l'université, j'ai été 2 fois hospitalisée à cause du stress. Voilà. Le stress est à gérer pour le diabétique. C'est pas une vie de privation, c'est une vie où on doit faire quand même attention à ce qui rentre, à son alimentation et à son activité. Il faut que l'activité physique soit en adéquation avec ce qu'on mange. Je pense qu'Anna va parler mieux que moi de ça, parce qu'elle fait l'insulinothérapie fonctionnelle. Elle va vous expliquer que le jour où elle fait du sport, elle va s'injecter plus ou moins d'insuline. Moins d'insuline, sinon elle risque l'hypoglycémie. Donc à un moment donné, elle va savoir mieux que moi les besoins. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 2 minutes de temps. On va terminer sur les traitements parce que c'est un point très important. Je pense que c'est même aujourd'hui le cheval de bataille de votre association. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Alors, il y a des traitements, vous allez me dire, conventionnels. Vous cherchez vous cherchez, c'est l'idéal, parce que ça change la vie d'un diabétique. C'est d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des traitements innovants, c'est ça? Du type de la pompe à insuline, par exemple? En fait, actuellement, avec la progression des nouvelles technologies et tout, on a trouvé qu'il y a actuellement sur le marché mondial, il y a de la pompe à insuline qui a fait ses preuves pour améliorer la qualité des vies, surtout des diabétiques de type 1. Il faut dire qu'un diabétique qui adulte... se pique 5 fois ou plus par jour, c'est une adulte. Je vous signale que c'est une adulte. J'ai eu affaire à une maman qui gérait un petit bébé de 6 mois, qui ne parle pas. Un bébé de 6 mois, il ne peut pas vous dire « je suis en manque, là, j'ai faim » ou là, il pleure. C'est sa seule façon de communiquer. Donc une pompe à insuline pourrait vraiment être un plus pour nos malades. C'est vrai qu'on a les traitements conventionnels, qu'on devrait les utiliser à bon escient, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers les campagnes de sensibilisation, les sessions d'éducation thérapeutique avec les patients. On leur explique comment bien utiliser leurs médicaments, comment ils doivent s'alimenter, mais aussi il y a de nouvelles molécules sur le marché, hormis la pompe à insuline. On a des analogues de GLP-1 qui permettent de baisser le poids, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un médicament qui est innovant, qui ne donne pas d'hypoglycémie. C'est prescrit même pour les obèses aujourd'hui. Exactement. Et puis on a des traitements pour le diabète et qui ont un excellent effet sur la fonction pour les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque, qui sont disponibles sur le marché actuellement. On a des inhibiteurs de la DPP4 aussi qui sont disponibles, qui peuvent être une aide à nos patients. Nous, le souhait de l'association, c'est quoi? C'est qu'on ait tout le panel, qu'on ait tous les outils. Peut-être même pour les lecteurs de glycémie, docteur Khalfaoui. En fait, ça, c'est un deuxième problème. Excusez-moi, juste pour rebondir. Moi, le message de l'association, c'est quoi? C'est d'avoir tous les outils disponibles, qui soient mis à la disposition du praticien et du malade, qui soient remboursés. Parce qu'actuellement, on a un gros problème. Les molécules sont disponibles, mais elles ne sont pas remboursées et leur prix est cher. Le malade n'a pas encore accès à ces médicaments. Ça va être une aide. Au fait, il faudra juste établir des critères pour pouvoir justement faire bénéficier ces malades. Est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui de certains médicaments ou pas? Pour le diabète? Oui. Au fait, il y avait une petite rupture par rapport aux insulines rapides, mais qui a été réglée durant les dernières semaines. Pour les bandelettes aussi, je pense qu'il y avait aussi... En fait, pour les lecteurs, je vous remercie d'avoir abordé le sujet parce qu'actuellement, on a un très gros problème. Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi. La fiabilité des lecteurs. On a une multitude de lecteurs sur le marché. D'accord. Les bandelettes sont disponibles, mais si vous prenez la même gouttelette de sang et que vous mesurez sur 5 lecteurs, vous allez avoir 5 chiffres différents. Donc, avoir des standards
des standards internationaux pour justement réguler et contrôler ce genre de lecteurs va être d'une grande aide. Parce que quand on prend deux lecteurs et qu'on a deux chiffres différents, honnêtement, mettez-vous à la place du patient, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous devez augmenter ou diminuer la dose d'insuline? Même pour les lecteurs, on a aussi des lecteurs d'ancienne génération. On n'a pas les lecteurs, par exemple, où on n'a pas besoin de se piquer aujourd'hui. Là où on scanne uniquement un implant. Ils sont pas remboursables. Oui. Donc, même si... Ils sont très chers. Vous avez le mot de fin, professeur Laraba, vous avez 1 minute, même pas. Même pas. Juste pour vous dire que je lance un appel solennel aux autorités pour tout ce qui est avancée thérapeutique. On sait que dans le diabète, ces 10 dernières années, il y a un bouleversement de l'arsenal thérapeutique. Malheureusement, l'Afrique et l'Algérie et même l'Arabie, on va dire, ne suivent pas. Il est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont disponibles, mais qui sont chers, mais non disponibles du tout en Algérie. Je lance un appel pour qu'il y ait un regard sur ces nouvelles molécules qui ont bouleversé la vie des diabétiques dans le monde. Oui. Donc, Hind, un dernier mot, peut-être rappeler votre page Instagram avant de terminer, c'est la fin de cette émission. Donc, c'est Diabète Vie. Oui, Voilà. Diabète Vie, donc sur Instagram pour des informations, pour de la sensibilisation également, pour connaître mieux ce que c'est à quoi ressemble la vie d'un diabétique tout simplement en Algérie. Merci messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Hind d'avoir cassé un tabou, d'avoir libéré la parole. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de Covid. Au revoir.